C'est un triomphe. Une heure après le baisser de rideau, la salle debout acclame encore les acteurs. Aveuglés par les lumières, ces derniers avancent, reculent, avancent encore, pour saluer ceux qui ne peuvent voir. Nous sommes au théâtre de la Porte Saint-Martin, le 28 décembre 1897. Inutile de baisser les lumières, on ne veut pas partir. Coquelin, le grand Coquelin, tenant ses camarades par la main, revient saluer tout au bord. En réclamant en vain l'auteur qui, éperdu, se réfugie dans les coulisses. Ceux qui sont sortis ne s'éloignent pas du théâtre pour autant. On discute, on se congratule, on prend le frais en attendant les autres. C'est ainsi que naquit Cyrano de Bergerac, la pièce d'un jeune auteur presque inconnu, Edmond Rostand. Le lendemain, toute la presse fait chorus. Sarcey lui-même, le terrible Sarcey, perdant toute mesure, s'écrie « Quel bonheur, quel bonheur !» Du jour au lendemain, Rostand est devenu célèbre. Il est né 29 ans plus tôt à Marseille, d'une famille de bourgeois éclairés. Son père Eugène est à la fois économiste, journaliste et poète. Sa femme et lui mettront Edmond à l'école publique, ce qui est exceptionnel dans ce milieu. C'est une dynastie. Un Rostand fut maire de la ville, les autres négociants, magistrats, armateurs, dont un certain Bruno Rostand. Nous en reparlerons. L'ancien nom de la rue est resté, au-dessous du nouveau. Cohabitation courtoise, qui va bien à ce quartier calme. Les Rostand habitent ici, au dernier étage. La bibliothèque du salon témoigne de leur culture et de leur goût. Mistral fréquente la maison. Lamartine fait en quelque sorte partie de la famille. C'est pour lui que Bruno Rostand, déjà nommé, affréta le brick Alceste, à bord duquel l'écrivain s'embarqua pour son voyage en Orient. C'était en 1832, ces choses-là ne s'oublient pas. Et voilà Edmond rêvant au loin. Imaginons peut-être le voilier magnifique, cinglant vers l'Italie, la Grèce, l'Orient. Surgit des pages d'Alexandre Dumas, le jeune Rostand a sous les yeux le château d'If lui-même, prison du malheureux Edmond Dantès. Un autre Edmond, un presque frère.
Il a 8 ans, celui qui rêve ainsi. Enfant calme, secret, un peu solitaire, coquet au point de ne pas souffrir sur lui la moindre tâche. Sa mère croit qu'il perd ses mouchoirs. Pas du tout, il les jette après usage. L'air toujours absorbé ou absent. Pour rentrer, puisqu'il le faut, le chemin le meilleur est celui de la plage. Quand le soleil s'éteint. Mais le grand plaisir, rituel et quasi quotidien, est de retrouver les soldats de la Grande Armée dans la boutique en face de chez lui. Chaque régiment, chaque soldat, bien à sa place. La famille Rostand est bonapartiste. Edmond a dans sa chambre, au-dessus de son lit, un portrait de l'Aiglon. Eugène Rostand doit aller à Paris. Il amène son fils pour le distraire, et le lendemain après-midi, aux Champs-Élysées, Edmond connaît la première grande aventure de sa vie. Et de souris vertes, et courées dans l'air. Hop là, doucement. Bravo, Guigol. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bravo, bravo. Ce jour-là décide de sa vie. Guignol, c'est le premier théâtre. Il fabriquera lui-même ses poupées, les habillera, inventera de petits textes et les dira derrière le castelet tout neuf qu'on lui offre pour ses 12 ans. Avec, comme public fidèle, un domestique, un vieux marin. Luchon, c'est le bonheur. On y vient passer les vacances d'été. Il adore cette ville d'eau, au sein des Pyrénées. La bicyclette est à la mode. Avec son camarade Henri de Gorce, il prend des leçons dans les allées du bois, de plus en plus élégant, magnifiquement vêtu de bleu. C'est à Luchon, la joie au cœur, qu'il fait ses plus belles bêtises. Grimpé dans le grenier de la station thermale, il dérègle l'horloge plusieurs jours de suite, jetant le désarroi parmi les curistes. Pour aggraver les choses, il œuvre aussi la nuit venue. Il a passé contrat avec son père. Sois poète, si c'est là ton destin, mais d'abord, termine tes études et fais ton droit. Le voilà donc, à 16 ans, et traînant sa première moustache et son uniforme neuf d'interne au lycée Stanislas de Paris, où il fait avec une aisance remarquée sa rhétorique supérieure. Il parle peu, dévore Shakespeare et Cervantes, écrit des vers. Il évoquera plus tard ses promenades solitaires sous les arbres du collège, après les cours. Le bon Lorbert, le soir, nous lisait Goethe.
comme on vous donne en secret du gâteau. Il fait revivre aussi avec tendresse ce pion crasseux qui buvait trop, mais qui lui-même en secret faisait des vers. On t'avait surnommé Pif luisant. Les élèves charbonnaient ton profil grotesque sur le mur. Toi, tu ne voyais rien, tu marchais dans tes rêves, tu ne souffrais de rien, tu vivais dans l'azur. Les songes creux, les incompris, ceux qu'on appelle les ratés, éveilleront toujours en lui une compassion mêlée d'effroi. Et ce profil grotesque, c'est Cyrano déjà. Il est par là, dans la cour du lycée, semblable aux autres, indiscernable. Les cahiers cependant remplis de projets, de poèmes. Un peu plus tard, isolé quelque part dans Paris, il rêve sur le vieux divan rouge d'une chambre d'étudiant, en regardant le ciel par la lucarne. C'est aujourd'hui jeudi. C'est le jour où Marseille tient ses marchés de fleurs. C'est là que je serais dans la tiédeur vermeille au milieu des flâneurs, si je n'avais rêvé le vieux rêve inutile à tant d'autres pareils, de me faire une place au soleil d'une ville qui n'a pas de soleil. Je n'ai pas de soleil et j'ai toujours décembre et pas encore d'amour. Toute mon existence est comme cette chambre qui donne sur la cour. Il ne le sait pas encore, mais cette solitude va fondre avec les beaux jours. Aux vacances à Luchon apparaît Rosemonde Girard, petite fille d'un maréchal d'Empire. Un ange, dira-t-il, qui brode certes quelquefois, mais surtout fait des vers, elle aussi. Il a 20 ans, elle 18, les voilà fiancés. Et comme Edmond a fini sa première vraie pièce, les romanesques, les amoureux s'amusent à la jouer devant un ami comédien, le Bargy. Amour contrarié, duel et mort soudaine, ces romanesques ont un joli goût de romantisme retrouvé. Le Bargy conseille aussitôt de porter la pièce à la Comédie Française. Voici la scène. Pour lire, Rostand a 1 heure tout juste. Ainsi l'a décidé le redoutable Jules Clarty, administrateur du Français. Rostand a lu, ça fait 1h15. Inspiré, il demande alors qu'on ferme la fenêtre. Le bruit de la rue l'a gêné. Il exige une seconde lecture. Sort sa montre et, sans qu'il y paraisse, avec une maîtrise et une virtuosité parfaite, accélère légèrement l'allure. Voilà. La pièce fait à présent exactement le temps qu'il faut. Bon, dit Clarty, je vais voir. C'est sa phrase favorite. Avant de se décider, il hésite toujours. À Paris, Edmond achève son droit, il le faut bien. Mais aux amphithéâtres, préfère les théâtres. Passant d'un pas rapide avec l'ami de Gorse entre les bons bourgeois et les dandys perfides du boulevard des Italiens, il voit, soupèse, critique des pièces nordiques, réalistes, populistes, quelques farces grossières, des vaudevilles ennuyeux, et, chemin faisant, suscite par-ci par-là des sympathies. On a lu de lui quelques articles, des poèmes. Il fait la connaissance de Courteline, de Portoriche, de Jules Renard qui sera l'ami proche et fidèle et jaloux. Bref, il se prépare. Énergie, gaieté, et puis soudain son esprit est ailleurs. Il pense à Rosemonde. Je ne produis décidément rien de bon, ni de beau. Je me demande si jamais votre tendresse sera digne de moi. Je suis désespéré à l'idée que peut-être, au fond, vous découragez déjà.
enfin les romanesques sont au programme. Succès vif. De plus, la pièce est éditée dans la fameuse édition verte. Il fait décidément beau ce printemps-là. Presque aussitôt sort un autre ouvrage de Rostand, Les Musardises. Il est marié depuis 2 jours. Quittant leur domicile, boulevard Malesherbes, Rostand découvre sa première critique, signée par M. Auguste Filon. On ne sait pas jusqu'à quel point, à cette heure si délicate où un jeune homme se cherche, une louange même excessive, mais venue à propos, a pu prévenir un découragement et décider d'une carrière. Je me revois encore, remontant le boulevard Malesherbes et lisant en marchant, dans la Revue Bleue, dont je soulevais les pages non coupées, cet article qui me paraissait éblouissant. Et comme c'était le printemps, et que le ciel était presque aussi bleu que cette revue, et que les arbres du parc Monceau étaient en fleurs, déjà en marchant, je me mettais à dire « Voyons, voyons, le décor représente un parc. » C'était fini. Je commençais. Ce quartier du parc Monceau n'a guère changé au cours du temps. Les Rostand se sont installés ici, rue Fortuny. Edmond fait des projets de toutes sortes, ne se satisfait d'aucun. Il jette, déchire, jette encore. Jules Renard. Rostand fait des haltères avec sa tristesse. Il a un bel atelier, il n'y travaille pas. Il travaille dans une chambre à coucher, sur une petite table branlante. Il est peut-être dans son luxe avec sa jolie femme, très malheureux. Sa mort me ferait beaucoup de peine. Rosemont devient au parc Monceau parfois comme on s'échappe, avec dans les bras leur premier-né, Maurice. Chez nous, beaucoup de silence régnait et beaucoup d'angoisse autour d'un travail toujours inquiet. C'étaient des repas silencieux, des plaisirs renoncés, des désespoirs modestes et des lendemains courageux. Lorsqu'on était obligé de lui parler de quelque chose de la vie, il semblait sortir de sa vraie vie. En 1904 naît un second fils, Jean. Edmond a terminé et fait jouer 2 pièces. La princesse lointaine, qui évoque l'amour courtois des troubadours, puis La Samaritaine, un drame religieux. 2 demi-succès. Il traverse une nouvelle crise de mélancolie. Rostand, il est d'une santé si frêle qu'on hésitera toujours à ne pas lui trouver de talent. Il remonte de moins en moins haut. Il n'y a que la tristesse mystérieuse et de la douleur sans raison. Mais enfin, voilà qu'il tient un nouveau sujet et ne le lâche plus. Rosemonde parle de sa main pâle, écrivant fébrilement beaucoup de lignes, d'une toute petite écriture, avec parfois des dessins dans les marges. Mais lui, déjà, pense au théâtre. Il entend les répliques résonner sous les balcons. Nous voilà au terme des répétitions. L'enthousiasme est retombé. En fait, toute la troupe s'attend à un four noir. Il faut imaginer cet après-midi de décembre où le rideau va se lever pour la première fois sur Cyrano de Bergerac. Rosemonde court le quartier, à la recherche de victuailles pour garnir la pauvre table Ragueneau abandonnée. Rostand épuisé dort quelque part. Tout semble abandonné. Bientôt ici prendra place Francisque Sarcey, le critique redouté. Là, le clan des amis, mais suffiront-ils? Et l'heure avance. Voilà que les premiers spectateurs cherchent leur siège. Tandis que l'auteur, pâle, guette la salle derrière le rideau. Il ne soupçonne pas, évidemment, le triomphe qui l'attend. Nous n'avions pas de caméra en 1897, mais en 1960,
Nous avons eu, grâce à Claude Barma, un Cyrano superbe. Il est encore là, le voici, avec la prestance et la voix de Daniel Sorano. Les enfants d'hier, devenus adultes, ne l'ont pas oublié. Devant ce succès, les tournées se montent et les vers s'envolent, avec leur allégria irrésistible. First, that fairy quivers at the joy of being birth, dit un critique. Ces vers semblent trembler de joie d'être des vers. Cyrano est accueilli, fêté partout. On semble ignorer en France cet aspect international, universel même, du succès de la pièce. Etiamble a dit un jour « Chaque pays a pris Cyrano comme héros national ». Ça reste vrai. Cyrano est l'une des pièces les plus jouées au monde. À Paris, le succès ne faiblit pas. Rostand est devenu une gloire nationale. Le 1er janvier 1998, 3 jours après la Générale, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Le 6 janvier, le président Félix Faure vient en famille au théâtre présenter l'hommage de la République. Le 13, le ciel change, l'affaire Dreyfus vient d'éclater. Rostand s'engage. Je n'ai jamais caché ma conviction profonde et irréductible de l'innocence de Dreyfus. Je n'ai pas craint, dès la première heure, de faire campagne avec ses partisans. C'est pour moi un cas de conscience. Naturellement, il se met à dos ses amis nationalistes. Boris Barrès, Léon Daudet, Paul Bourget. Mais en même temps se trouvent de nouveaux compagnons. Jean Jaurès, le tribun, Léon Blum, Édouard Herriot, Anatole France, sans compter les fidèles, en opinion, en amitié. Le théâtre à nouveau l'emporte. Sarah Bernard attend sa pièce. Elle n'a pas craint de jouer 2 fois pour un inconnu nommé Rostand parce que ça lui plaisait. Elle aime les batailles, elle attend celle-ci. Elle sera l'Aiglon, duc de Reichstad. Son âge, elle s'en moque. Elle sait, cette reine, jusqu'où peut aller la magie du théâtre, la grâce du théâtre, quand on a l'énergie qu'il faut et un beau rôle dans le cœur. Rostand fait le voyage de Schönbrunn, près de Vienne. Le château, immense caserne, dort son sommeil d'éternité. C'est donc là que l'Aiglon, prisonnier... Lequel? Mon père. Il n'avait donc pas quitté Boulogne? Si. Où donc était-il? Je ne sais pas. Votre Altesse veut rire. Vous ne le savez pas. Moi, je vais vous le dire. Le 6 octobre 1805, Hein? Comment? quand nul ne s'attendait à le voir, au moment où, regardant planer un aigle prêt à fondre, Vienne se rassurait en disant « c'est sur Londres ». Ayant quitté Strasbourg, franchi le Rhin, à quel l'empereur, L'empereur? et vous savez lequel, arrive devant Ulm sans s'être déboté, ordonne qu'Elchingen par Ney soit emporté, rédige un bulletin joyeux, terrible et sobre, fait préparer l'assaut. Et le 17 octobre, on voit se désarmer au pied de ce héros 27 000 Autrichiens et 18 généraux. Et l'empereur repart.
Monseigneur. En novembre, il est à Vienne. Il couche à Schönbrunn, dans ma chambre. Mais... Il suit l'ennemi, sans qu'il l'a dans la main. Un soir, il dit au camp, « Demain ». Le lendemain, il dit en galopant sur le front de bandière, « Soldats, il faut finir par un coup de tonnerre ». Il va, tachant de gris l'état-major vermeil. L'armée est une mer. Il attend le soleil. Il le voit se lever du haut d'un promontoire. Et d'un sourire, il met ce soleil dans l'histoire. De ce voyage, le poète ne rapportera rien, sinon l'essentiel peut-être. Un parfum déchirant de gloire, de cierge et de violette. Dernière répétition, harassante. Rien n'est prêt, tout doit se faire en même temps. Monsieur Rostand est là, il ne quitte pratiquement pas le plateau, mais chacun sait, sans en parler, qu'il est malade. On l'entend tousser quand il indique le ton au comédien. Rostand a froid, il a pris froid 3 jours avant, dans les coulisses, en choisissant le manteau blanc qui servira pour l'agonie de l'Aiglon. C'est ce qui s'appelle s'identifier au personnage. Le soir de la première, il est couché, brûlant de fièvre. Il ne pourra assister au spectacle. Enfin, un peu quand même. Éloge du théâtrophone. C'est une nouveauté dans le système téléphonique. Un réseau spécial pour abonnés. Les intéressés peuvent recevoir chez eux, grâce à cet appareil, le son de tel ou tel spectacle, théâtre ou concert, qui se donne à Paris. Le procédé fait fureur, chacun veut avoir ça, pour soi ou alors entre amis. On organise des goûters, des soirées. C'est ainsi que du fond de son lit, Edmond Rostand put entendre, quoique un peu déformé, les voix de l'Aiglon, de Flambeau, de Metternich. Cet homme a l'air sévère et le docteur Gronchet, ami d'Edmond Rostand. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Rostand, atteint de pleurésie, est en danger. Il faut absolument quitter Paris. Il y va peut-être de sa vie. Le docteur Conseil ordonne l'air des Pyrénées, sans attendre. « 3 ans ont passé, l'air des Pyrénées a fait merveille. Complètement guéri, Rostand a décidé de s'installer ici. Voilà son œuvre, une maison scrupuleusement basque, mais hors de proportion, 40 pièces. L'intérieur est magnifique, une sorte de palais oriental dans le goût de l'époque, mais le goût le plus sûr. Pour recevoir la poésie, dit-il, rien n'est trop beau. D'ailleurs, habité comme toujours par l'ange de l'insatisfaction, Rostand ne cesse de transformer, d'améliorer. Pendant des mois et des mois, il martyrise allègrement architectes, peintres, décorateurs. Il faut que tout soit parfait. Et rien ne l'est jamais. Oui, Arnaga est son œuvre. Il y jette toutes ses forces retrouvées. Les détails, précieux, baroques, extravagants, c'est lui aussi, bien sûr. Le bassin à champagne, par exemple, dans la salle à manger. Dans cette aventure grandiose où elle ne se retrouve pas, Rosemonde tient tête vaillamment. Fait l'enjoué, se prête à tout. Il a voulu créer un poème de pierre et de verdure. Ce sont ses mots. Il veille particulièrement sur le jardin à la française, si beau au pied des montagnes qu'on ne parvient pas à le trouver insolite, en plein Pays basque.
Et depuis sa fenêtre, chaque jour, il peut contempler ces chères Pyrénées, imaginer les sentiers de son enfance, le temps des vacances à Luchon. Il n'est pas là. Il est à Paris où il triomphe. Académicien à 33 ans, on n'a jamais vu ça. Journée éblouissante et épuisante. Il rentre fatigué, exténué. Et là, dans cette demi-solitude, très vite les crises reprennent. Apathie, neurasthénie, comme on dit alors. Et terrible pour lui, impuissance au travail. Le succès de Cyrano le hante et l'écrase. Il est là-haut dans les étages, errant dans les couloirs, au repos dans sa chambre peut-être. À table, chacun s'interroge, va-t-il descendre ? Jean Rostand, son fils, dira plus tard « C'est terrible de commencer sa vie auprès d'un être qu'on adore et qui vous terrifie. » Edmond, le ministre est là. Il t'attend au salon. Je m'en fous! Il est en train d'essayer un hommage à Victor Hugo, son Dieu et son étoile fixe. Souris, père d'un siècle, aux humbles fils d'une heure. Que quelque chose en nous de ce grand jour demeure. Donne-nous le courage et donne-nous la foi qu'il faut pour oser travailler après toi. Le printemps est de retour, les fleurs brillent, Rostand est au jardin, serré dans un manteau hors d'usage, mais attentif à chaque plante. Il a toujours adoré les fleurs. Il les connaît bien, en se courbant pour les redresser, c'est lui-même qu'il redresse. Le voilà ressuscité, debout parmi les vivants, habillé de la façon exquise qu'on connaît, masque de combat ou bien de courtoisie. Soudain, il s'occupe des enfants, tendrement, écoute Maurice lui parler littérature. Tandis que non loin, allongé dans l'herbe, Jean, le cadet, cherche les opplis bleus. Ils arborent les mêmes cravates, clin d'œil entre mâles de la tribu. Mais bien vite, Edmond repart, déjà lassé, déjà distrait. Il ne rentre plus guère dans cette pièce, qu'il a naguère conçue et décorée pour eux. Dans le balcon qui entoure le grand salon, il a fait ménager cette loge pour des lectures à haute voix. Ou bien pour y mettre des musiciens et donner des fêtes. Des fêtes qu'il imagine, qu'il se plaît à imaginer. Qu'il préfère imaginer au fond, puisque la réalité déçoit toujours. On rêve bien la nuit dans la forêt. Ce sont les animaux de Chanteclair, la pièce que tout le monde attend. Glissés dans des corsets de fer, les acteurs deviendront oiseaux, grenouilles, chiens, coqs. Et ainsi harnachés, auront à jouer la comédie humaine. La pièce est prête, mais Rostand hésite, veut la remanier encore. Coquelin, à qui est promis le rôle principal, le harcèle, obtient parfois quelques scènes, qui l'emportent triomphant, en jurant le secret. On apprend 3 jours après qu'il déclame son butin dans les salons. Rostand lui pardonne, et ça recommence. Et à côté, il y a la vie intime qui ne se cache guère, les rencontres, les douleurs, les secrets.
Rosemonde, lassée de tout, s'éloigne. Elle rentre à Paris, où Maurice, son fils aîné, la rejoindra. Jean restera près de son père. « 1910, Chanteclair est à Paris, mais Paris est sous les eaux. L'inondation gagne partout, elle vient battre les portes des théâtres. On transporte les comédiens en barque. Un matin, Coquelin meurt d'une embolie, à Pont-aux-Dames, la maison de retraite des comédiens qu'il a créée. Double drame d'amitié et de travail. Rostand, accablé, se laisse convaincre. Pour le remplacer, il n'y en a qu'un, Lucien Guitry, le flambeau goguenard et magnifique de l'Aiglon. Naturellement, les répétitions sont retardées. Les journaux suivent les avatars multiples de la pièce, la fièvre monte avec la scène. Dans un poulailler, bien entendu, on joue à reconnaître quelques auteurs à la mode. Francis de Croisset, Maurice Donnet, voici Jules Lemaître, Georges Feydeau, Edmond Rostand. En fait, le tout Paris médisant, vaniteux et rossard des premières guette et redoute cette fable satirique. On espère l'insuccès, mais en vain. Arrêtons-nous un instant, écoutons, laissons ressurgir, étincelant le coq de Chanteclair, créé pour la télévision par Jean-Christophe Averty. Ce bruit dans sa gorge en marchant, c'est qu'il aime une poule ou qu'il médite un chant. Flambe, illumine, Il dit des mots sans suite. embrase. Il s'arrête. Une balle dans l'air. Oh, C'est l'extase. Ton or est le seul or qui soit de bon conseil. Je t'adore. À qui donc parle-t-il? Au soleil? Toi, qui sèche les pleurs des moindres graminées, qui fait d'une fleur morte un vivant papillon, lorsqu'on voit s'effeuillant comme des destinées trembler au vent des Pyrénées les amandiers du Roussillon. Je t'adore, soleil. Ô toi, dont la lumière, pour bénir chaque front et mûrir chaque miel, entrant dans chaque fleur et dans chaque chaumière, se divise et demeure entière, ainsi que l'amour maternel. Je te chante, et tu peux m'accepter pour ton prêtre, toi qui viens dans la cuve où trempe un savon bleu, et qui choisis souvent, quand tu vas disparaître, l'humble vitre d'une fenêtre pour lancer ton dernier adieu. 1914, il a voulu s'engager, on l'a poliment éconduit. Il va sur le front, parle aux soldats, leur lit des vers inspirés par la guerre, qu'ils écoutent, dit un des leurs, bouleversé les larmes aux yeux. Il correspond avec Henri Barbus, l'auteur du Feu. Visite des hôpitaux, donne beaucoup pour les blessés, lance l'idée belle et simple qu'on gravât le nom des soldats tués sur les maisons où ils vécurent. Il est rentré à Arnaga, absorbé comme à l'écoute de cette guerre peut-être qui prend fin. Le 11 novembre, Rostand n'entend pas les cloches de l'armistice au Pays Basque. Il a voulu être à Paris pour ce jour-là. On a parlé de la grippe espagnole, mais l'épidémie touche à sa fin. Il rentre bientôt. Les jours passent. La maison paraît attendre. Pas de bruit, peu de vie. Le téléphone sonne rarement et jamais après 8 heures du soir. C'est l'heure où le bureau de poste ferme.
le 18 novembre, on prévient que Rostand a pris froid. Ce n'est rien. Le 2 décembre 1918, le téléphone sonne encore. Cette fois, il est minuit passé. Un jour, dans un théâtre de quartier, on joue Cyrano avec les moyens du bord. On est venu par groupe, entre voisins. On est content, c'était beau. On sortira peut-être plus heureux. Il est des livres qui savent qu'on viendra les chercher. Ça se passe entre générations, de père en fils. À l'autre bout du monde, un comédien célèbre en son pays joue Cyrano depuis 50 ans. Il ne joue plus tous les jours maintenant, seulement lorsqu'il sent que son quartier ne va pas bien. Pour redonner courage aux gens.